Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Rugby Pack, 1 heure pour faire le tour de la planète ovale tous les dimanches, en direct à 11h sur Beansport. On est ravis une fois de plus de vous retrouver. Vous allez voir de très très belles images, des images spectaculaires comme celle-ci, un joueur de rugby qui est tout à la fois funambule, tout à la fois acrobate, c'est George Tofua, l'ailier des Seagulls de Manly, face à l'équipe de Melbourne qui va marquer un essai incroyable, la lucidité du garçon dans une position incroyable pour aller marquer un essai, et un essai qui coûte cher. Pour décoder ces images, je serai comme chaque semaine en compagnie de nos experts rugby à 13 d'abord, Louis Bonnery. Bonjour Louis. Bonjour Rodolphe. Beaucoup d'autres essais qui vont vous ravir, de la joie, du bonheur, des ballons qui volent. C'est ça aussi Rugby Pack. Voici tout de suite le sommaire. Retour sur la 12e journée de Super League. En déplacement à Warrington, les Dragons catalans avaient l'opportunité d'intégrer le top 8 pour la première fois de la saison. Mais les hommes de Laurent Fressinou sont déjoués. Défaite cinglante 42-10. Remobilisation attendue lors du Magic Weekend. De l'autre côté du monde, derby du Queensland chaud bouillant avec un Jonathan Thurston sur une autre planète. L'autre héros du week-end en Australie est Cooper Cronk dans un match à rebondissement entre Melbourne et Manly. Chaque semaine, vous pouvez vous aussi participer à ce Rugby Pack en intervenant via Twitter avec le hashtag Rugby Pack, dièse Rugby Pack. Louis, je vous interdis de tweeter pendant l'émission. Interdit, vous aussi Eric. Hein, ça risque rien. Moi, je suis tranquille. Moi non plus. Il n'a pas encore de compte Twitter, Eric Bonneval. Donc envoyez des tweets pour persuader Eric Bonneval enfin d'avoir un compte Twitter. Vous pourrez partager avec lui le bonheur de vivre cette émission Rugby Pack. Regardez tout de suite ce qui s'est passé dans l'élite du rugby à 13 européen, c'est la Super League. C'était donc la 12e journée de Super League déjà, hein, parce que ça commence à filer. Une journée cruciale à bien des égards, on va le voir dans quelques instants, avec une journée qui était l'occasion pour les Dragons catalans de frapper un grand coup pour remonter dans les 8 qualifiés. Sauf que Warrington, l'adversaire, est une bête blessée et que les loups de Warrington, devant leur public, dans leur tanière, sont loin, Louis, d'être des agneaux. Ça ne s'est pas vraiment bien passé pour les joueurs de Laurent Fressinou et de David Waite. A priori, Louis, ce match, alors on va avoir beaucoup de regrets. Parce que les Dragons auraient pu marquer un essai avec Michael Oldfield en tout début de match, alors que le score était encore vierge. Et les premiers à marquer, ce sont les joueurs de Warrington, qui avaient pourtant très mal démarré le match, oui, puisqu'ils avaient perdu le ballon sur le coup d'envoi. Oui, effectivement, les Dragons, ça a été quand même, ils ont alterné dans cette rencontre des possibilités et puis surtout, trop d'erreurs pour pouvoir remporter la victoire. Par contre, ce qui est surprenant, c'est l'ampleur de cette défaite, alors que les Dragons catalans pouvaient bien démarrer ce match avec un essai refusé qui aurait changé, à mon avis, la physionomie et puis des erreurs, des erreurs difficilement pardonnable à ce niveau. Et on a vu surtout des coups du sort aussi. Oui, parce que Matthew Russell, là, qui remonte le terrain, qui retrouve Ormsby, son ailier, pour laisser marquer par Monaghan, a priori, ça a l'air assez facile, mais il ne faudrait pas oublier non plus, Louis, qu'il y a eu une succession de coups du sort. Et on le verra notamment avec un essai marqué tout à l'heure par ces joueurs de Warrington. Ici, c'est un ballon contré, Laithwaite le récupère, il trouve du soutien à hauteur. Nouvel essai marqué, cette fois-ci, c'est Chris Bridge qui joue à l'ouverture de cette équipe de Warrington. Ça n'a été au fond que ça pendant une bonne partie de la rencontre. Voilà, ça a été une juxtaposition de contre-performance individuelle d'abord, et puis de coups du sort. Donc tout ça, ça a donné une ampleur assez spectaculaire à cette défaite. Erreur individuelle aussi, on a vu avec 30-0 à la pause, et sur cette action notamment, là on s'est complètement oublié en défense. Oui, il y a pas mal de plaquages manqués en homme à homme, et c'est sûr qu'après vous êtes sous pression, vous faites contrer, et puis ça part en live, quoi. Alors, réaction tout de même, Eric, des Dragons en fin de match. Ça ne changera rien à l'issue finale du match, avec Vincent Duport, bien servi par William Barthaud, qui officiait donc à la charnière aux côtés de Leon Price. Vincent Duport qui feinte le coup de pied, qui rafute et qui va aller marquer en puissance dans le style qu'on lui connaît. Et puis le petit rayon de soleil, Louis, c'est bien sûr Morgan Escarré, tout en vitesse, en intuition, en imagination et avec cette petite part de génie qui fait que ce garçon arrive à marquer des essais dans des conditions toujours très difficiles. Oui, alors on a bien senti sur ces 2 derniers essais que les Dragons avaient encore des possibilités. C'est ce que nous attendons tous, évidemment, parce que ce match, il va falloir l'oublier, il va falloir en tirer quelques enseignements, mais il faut surtout oublier, repartir sur de nouvelles bases pour la fin de la saison. Oui, parce qu'il y a eu des erreurs individuelles, on l'a dit, beaucoup de ballons perdus par l'équipe des Dragons catalans face à l'équipe de Warrington. On le sait, ces ballons perdus ne se rattrapent évidemment jamais, et surtout lorsqu'on offre ces ballons à une équipe comme
Warrington, elle en fait toujours bon usage. On voit ici la passe de Bartaux. Le ballon qui n'a pas été bien capté par Louis Anderson. Ici, Leon Price, qui avait fait le plus difficile, avait passé les bras, ballon perdu. La passe pour Baïtiri n'arrivera pas à destination, là aussi. Il y en a eu beaucoup dans ce match. Oui, et ensuite, Rodolphe, quelque chose aussi qu'il faut mettre dans ce match, c'est l'efficacité et la qualité du jeu produit par cette équipe de Warrington. Je crois que la tactique de Warrington était de mettre KO très vite cette équipe des Dragons et lui éviter de récupérer dans ce match. C'est ce qui s'est passé. Mais c'est certainement ce qui a produit évidemment ces opportunités nombreuses pour l'équipe de Warrington. Et alors des ballons perdus devant la ligne, mais aussi devant la ligne adverse. On ne pouvait pas gagner côté catalan ce match face à l'équipe de Warrington, qui s'est aussi refait la cerise parce que c'était le 8e contre le 9e. Donc ces deux équipes avaient évidemment besoin de points. Une pour entrer dans le top 8 des qualifiés, l'autre, bien entendu, pour espérer y rester. Cette 12e journée, on va l'oublier pour les Dragons catalans, c'est sûr. Mais cette 12e journée s'ouvrait par une affiche très alléchante, Louis. Les Tigres de Castleford qui recevaient les Rhinos de Leeds. Ça a été un très beau match et la suprématie, dirais-je, des Rhinos a été... bon, il a fallu quelques petites minutes pour débloquer le match, mais tout de même, les coéquipiers de Kevin Sinfield sont au-dessus cette saison. Oui, ils ont montré d'abord une grande maîtrise du jeu et lorsqu'ils ont pris le score, cette équipe a géré le match à sa main. Donc Castleford, au bout d'un moment, a compris qu'il ne pouvait rien faire avec un Sinfield positionné talonneur, mais qui est aussi le meneur de jeu. Nous avons vu tout au long du match la maîtrise collective du match par cette équipe de Leeds. Oui, parce que on voit ici sur le tableau de marque que Castleford s'est bien défendu. Vous aurez remarqué qu'à Castleford, le stade était plein, cette équipe tourne à plein régime et elle a donné beaucoup de difficultés à l'équipe de Leeds, mais encore une fois, Louis, le triangle composé par Sinfield, par Maguire, avec un finisseur comme Jones Bishop par exemple, ça fonctionne toujours aussi bien et quelles que soient les rencontres et quelles que soient les physionomies des matchs, on voit Ardaker ici qui sort le ballon, ça finit toujours par payer. C'est une rigueur implacable chez les Rhinos. Exactement, c'est la rigueur de cette machine qui a cette capacité à contrôler lorsqu'elle arrive à prendre le dessus sur son adversaire. Elle arrive à gérer chaque fois le match à sa main, donc les Leeds a joué à sa main. Oui, on le voit, moi, sur ces images, la capacité qu'a cette équipe quand même après à jouer les coups à la perfection. Et puis voilà, c'est l'implication de chaque joueur qui fait la différence aussi. 22-14, c'est le score final de ce match. Les coéquipiers de Kevin Sinfield ont une fois pris les points de la victoire, les 2 points. Regardez les résultats enregistrés dans cette journée de Super League. Pas de mystère, les patrons sont là. Victoire de Huddersfield chez les Broncos. A priori, ça, c'était plutôt prévisible. Le match nul, cela dit, n'était pas attendu à Salford, entre Salford et Hull KR. La victoire de Wigan, là aussi, pas photo, 44 points à 16. Et puis Wakefield qui est allé s'imposer à Widnes. Ça, c'est important pour les Dragons parce qu'on va jeter un œil à présent sur le classement de cette Super League. Le classement qui nous dit quoi? Eh bien, il nous dit que Leeds est donc devant, a pris la tête face à St Helens avec 3 points d'avance. Wigan, Castleford, Huddersfield, Widnes qui pointe à la 6e place. Warrington à l'FC. Pour retrouver les Dragons, eh bien, il faut aller chercher dans la 2e partie du classement. Les Dragons sont 10e juste. Derrière, Hull KR à égalité de points. Et derrière, ça bouchonne. Salford, Wakefield, Bradford. Ça devient là aussi important de ne pas perdre des points en route pour nos Dragons catalans. La prochaine journée, messieurs de Super League, ça sera une journée vraiment particulière car nous vivrons le Magic Weekend. C'est un moment fort de la saison de Super League car 7 matchs sont disputés sur un seul et même lieu. En l'occurrence, c'est l'Etihad Stadium de Manchester, le stade de Manchester City. Vous qui aimez le foot, Eric, je sais que ça ne vous laisse pas indifférent. Alors c'est un concept très audacieux qu'a déjà lancé depuis quelques années la Super League. Laurent Bidault et Jean-Laurent Ducasse vous présentent ce Magic Weekend. Le Magic Weekend, c'est une idée un peu folle du rugby à 13. Réunir toute la Super League au même endroit, dans un même stade. 14 équipes, 7 matchs en 2 jours et des milliers de supporters qui se régalent. Magic Weekend, c'est le terme qui convient le mieux. C'est un week-end de communion avec toutes ces équipes anglaises de Super League. Un week-end de folie. C'est un grand événement comme la finale de la Cup, par exemple. C'est comme un pèlerinage pour les amoureux du 13. Le concept de cette grande fête est né en 2007.
Le Magic Weekend a été organisé à Édimbourg, à Cardiff et depuis 3 ans à Manchester, à l'Etihad Stadium, le grand stade de foot de Manchester City, preuve que l'événement prend de l'ampleur. No other sport does it. Every other sport looks at it with envy and thinks it'd be fantastic to do their own Magic, but clubs love it, the players love it, particularly the players at clubs who perhaps don't play in finals but love to play in a stadium like this. We're 60% up on ticket sales this year, which is fantastic, so this year is going to be the biggest yet. Sportivement, le Magic Weekend est alléchant. Il compte comme une journée supplémentaire où l'on rejoue les plus chaudes affiches de la Super League, comme le derby de Hull, Warrington St Helens ou Leeds Wigan. Dans un contexte différent puisque les équipes se croisent dans les vestiaires et à l'échauffement, il faut s'adapter. Once you've done it 2 or 3 times and you're into the swing of it, you know, the players know what to expect and everybody knows what to expect. And, you know, to get to play at somewhere like the Etihad Stadium, you know, in a league game is something that the players want to do. So you make do with the disruptions and look forward to the challenge. Le défi, c'est aussi la pelouse. Comment peut-elle résister à cet enchaînement de 7 matchs de rugby en 2 jours? We're very fortunate that we are the last 7 games on the pitch, and then it's torn up and redone again for the start of the next football season. So this is the last event on it. They're happy for us to do whatever we want to it because they know they're ripping it up and starting again the next day. Pour réveiller tout le monde, les Français sont traditionnellement les premiers en action dans le Magic Weekend. Les Dragons catalans feront face aux Broncos de Londres. Ils auront ensuite largement le temps de se mêler à la foule pour profiter de ce spectacle marathon du rugby. Et un marathon, évidemment, un marathon qu'on suivra en direct sur beIN Sport. Ça sera sur beIN Sport Max 3. Vous verrez tous les matchs en direct. Voici les affiches, justement, qui nous intéressent, nous. Louis, on aura un œil sur les Broncos de Londres qui joueront contre les Dragons. Il faudra absolument gagner pour les Catalans. Widnes Salford, LFC Olympique, ça c'est le derby, ça c'est chouette. Wigan Leeds. Et puis dimanche, Castleford, Wakefield, Huddersfield, Bradford. Et puis St Helens, Warrington. Ça sera le très très gros match de ce dimanche dans ce Magic Weekend. Ça vous plaît, Eric, ça? Ah oui, je trouve l'idée très originale. Et puis en plus, vous avez vu, le jardinier est content. Ah oui, là, le jardinier, il est content. Le jardinier est content, il a du boulot, il justifie son traitement, le garçon, parce qu'il va falloir après travailler, après que 7 matchs se soient déroulés sur la pelouse. C'est un moment particulier de la saison, Louis? C'est un moment particulier parce que d'abord, le concept est original, et ensuite, sportivement, c'est quand même une drôle d'épreuve parce que les équipes ont à s'adapter à un environnement qui est complètement différent d'un match simple, traditionnel, soit à l'extérieur, soit chez eux, des temps de préparation différentes, des conditions différentes. Donc, preuve d'adaptabilité, mais les équipes sont prêtes, tout le monde est au courant et Yastine Harris l'a fait remarquer. Ceux qui ont déjà l'expérience d'un ou 2 Magic Weekend savent où ils vont. Pour les jeunes, c'est une expérience vraiment enrichissante. En tout cas, on suivra évidemment tout ça en direct sur beIN Sport pendant ces 2 jours. Retour en France pour nous avec la finale du championnat de France de rugby à 13. C'était à Perpignan, au stade Gilbert Brutus. C'était hier et le Théo, Louis, cher à votre cœur, comme à celui d'Éric, était à la recherche du doublé face à Lézignan. Ce fut une très, très, très belle finale. Louis, il y avait beaucoup de rythme au stade de Gilbert Brutus entre Toulouse et Lézignan. Et Toulouse a réussi le doublé, un doublé historique, grâce notamment à un très bon Marc Kerala, qui a marqué lui aussi un doublé. Lézignan n'a pas fait le poids face à l'équipe du Théo. Le Théo, c'était l'équipe forte de cette saison. Elle l'avait montré tout au long du championnat. Donc, elle avait commencé par remporter la Coupe de France. Et puis surtout, la performance qui est celle du Théo, c'est d'avoir gagné dans la catégorie des juniors et des seniors les 4 titres nationaux les plus importants de la saison. Donc, voilà, le Languedoc-Roussillon, les autres régions de France ont vu passer ces trophées qui sont partis tous à Toulouse chez vous, Eric. Eh oui. Oui, 14-2, c'est le score final. Oui, Toulouse, ville de rugby, plus que jamais. Et voilà, Toulouse peut en cacher un autre. N'est-ce pas? Exactement, Toulouse peut en cacher un autre. Et surtout, ce Toulouse Olympique 13, lui, a réussi l'exploit de gagner le titre et la Cup dans cette compétition française. C'est une très très belle victoire, Louis, et qui fait date, parce que ça faisait très longtemps que les Toulousains n'avaient pas gagné le titre. Mais les Toulousains, d'abord, le titre de champion de France est revenu 14 ans après. Le premier titre gagné ici à Charletti. En 2000 à Charletti. À Charletti. Et puis surtout, c'est le premier doublé de l'histoire de ce club. Écoutez, ça, là aussi, ces Toulousains s'inscrivent dans l'histoire. Messieurs, ce reportage qui suit va vous intéresser, je le sais, car vous aussi, vous avez grand cœur. Nous les avions laissés, ces garçons. Je vous parle de garçons auréolés d'un titre de champion du monde de rugby à 13. C'était en juillet de rugby à 13, fauteuil. Nos 13istes français retrouvaient l'Angleterre pour un remake de la finale de la Coupe du Monde. C'était ce vendredi à Rouen. Alexandre Carré et Julien Chapois ont, pour Rugby Pack, suivi les tricolores dans une journée
qui fut, et on en est bien content, une fois de plus, historique. Rouen accueillait toute cette semaine des champions du monde. L'équipe de France de rugby fauteuil débarque en Normandie avec en ligne de mire un crunch à disputer vendredi contre l'Angleterre à la Kind Arena. Plusieurs jours de travail intensif où rien n'a été laissé au hasard. Malgré leur handicap, les Bleus se sont préparés comme de vrais compétiteurs avec un seul objectif, s'imposer contre les Anglais. Immersion à quelques heures du crunch. Je sais que c'est pas maintenant le match, par contre, au moins dans la concentration, il faut y être de suite. C'est un entraînement comme les autres de cette semaine. C'est pas le dernier, c'est pas le premier. On continue la préparation. Faites-vous plaisir, prenez vos repères, parce que tout à l'heure on n'aura pas le temps peut-être d'en prendre autant à l'échauffement ou quoi que ce soit. Voilà, c'est maintenant. Maintenant, et chacun fait ce qui lui semble bien. 13 plus. Ouais, ça part à droite. 13 plus. Bien. Et ça. Bien, bien. Bien les gars, c'est bien. Ah, sur la transition, c'est lui qui m'annonce. Il faut faire les choses avec envie et passion. Vous êtes vraiment des privilégiés d'être là. Je pense que la plupart vous en êtes conscients. Et par rapport à ça, ben voilà, on ne va pas à la guerre. Hein. Depuis la finale de la Coupe du Monde, il y a eu beaucoup de choses, mais il y a eu tout sauf du rugby. Et je ne me souvenais plus à quel point je prenais du plaisir à être avec vous. En stage, à faire les séances d'entraînement, à communiquer, que ce soit sur le sportif ou l'extra-sportif. Et franchement, ça m'a fait un plaisir fou et un bien fou de passer cette semaine avec vous. Allez les gars, c'est parti, c'est 18. Pour les autres. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait 10. 1, 2, 3. Allez les gars, bon match. Devant plus de 2000 personnes réunies à la Kind Arena pour assister à la revanche de la finale de la dernière Coupe du Monde. Le match est âpre, tendu. Les contacts y sont nombreux. Les Français dominent et sont devant à la pause. Le public découvre cette discipline, surpris et marqué par l'engagement des joueurs. C'est une bonne leçon de la vie, je trouve. Ah oui, vraiment très très beau. Ouais. Je ne penserais pas qu'il y aurait autant d'intensité. C'est sûr que ça change du rugby valide, mais c'est aussi physique et aussi impressionnant. Les Bleus ne lâchent rien en seconde période. 64-46, score final. La victoire en Coupe du Monde l'an passé n'était donc pas due au hasard. L'équipe de France a de nouveau montré sa supériorité face à l'Angleterre. Après le match, les joueurs peuvent donc savourer cette victoire et leur célébrité naissante auprès d'un public conquis après ce premier échange avec des rugbymen en fauteuil. Eh bien voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Les champions du monde français ont conservé leur titre face à l'équipe d'Angleterre. Louis, c'est une satisfaction là aussi. C'est chouette parce que cet événement à Rouen a rassemblé beaucoup de monde et on le voit dans le sujet d'Alex Carré et de Julien Chapois. C'est plus que du sport, ce qu'on a vu. Oui, effectivement, c'est un engagement dans la vie de ces garçons, de l'encadrement et de tous ceux qui, depuis le début, soutiennent cette initiative. Donc, le résultat sportif est au rendez-vous. Donc, c'est des encouragements pour l'avenir et pour garder confiance. Donc, bravo à cette équipe du 13 fauteuil que nous soutenons avec tout notre cœur. Ouais, c'est toujours très impressionnant hein, de voir ces joueurs, parce que ce sont des vrais joueurs, s'impliquer autant.
Puis il y a de l'engagement. Oui, c'est magnifique. Et on a entendu le message de Cyril Torres tout à l'heure à ses joueurs. Bon, ben voilà, on est dans une vraie compétition. Ces garçons sont des compétiteurs et ils ont été, une fois de plus, titrés. Bravo à eux. Puis on continuera bien sûr, vous avez raison de le signaler, Louis, de les suivre dans leurs aventures. Il est l'heure pour nous de mettre le cap au sud, désormais dans cette émission, direction l'autre côté du monde. Une semaine après le test match Australie-Nouvelle-Zélande, retour aux affaires courantes pour les stars de la NRL. Le Storm de Melbourne recevait pour cette 9e journée une équipe de Manly dans la difficulté depuis le début de la saison. Mais avec Billy Slater, Cameron Smith, Cooper Cronk, le Storm était parfaitement armé pour recevoir les Seagulls. Julien Chapois. Melbourne-Manly, un match à part en NRL entre 2 des 3 derniers vainqueurs du championnat. 12e avant-match, le Storm entend retrouver un classement plus en rapport avec son standing. Les Seagulls, 2e de leur côté, veulent confirmer leur excellent début de saison. Loin du spectacle habituel offert par les stars de l'hémisphère sud, l'entame se résume à un véritable combat. L'engagement est maximal, comme ici Mataille, auteur d'un plaquage haut sur Smith, à la grande colère de Craig Bellamy, le manager du Storm. Manly à la main sur le début de match et ouvre le score à la 27e minute par Peta Iku, après une déviation aérienne subtile et heureuse de David Williams. Le Néo-Zélandais résiste à Slater pour inscrire son 7e essai de la saison. Une première banderie qui lance véritablement le match. Le Storm réagit avec la manière. 32e minute, Hoffman transperce et sert Slater qui marque son 160e essai en NRL, qui lui permet de dépasser El Masri et Singh en 5e position au classement des meilleurs marqueurs de l'histoire de NRL. 4 partout, la transformation est ratée, payé cash sur le renvoi. Little John passe un drop face au perche. 5-4 à la pause pour Manly. Au vestiaire, Craig Bellamy donne de la voix, le discours fait effet. C'est comme le premier joueur, il est passé par les marqueurs pour Billy. Ouais, le doublé pour Billy Slater. Doublé pour Billy Willis qui frappe à nouveau. Le Storm reprend la main dans ce match. Réaction pleine d'orgueil pour Melbourne. 3e essai de la saison pour Slater, 10-5 pour le Storm. Mais Manly marque de nouveaux essais en 10 minutes par Stewart et Tofua, auteur d'un véritable show. C'est Nilifao, on est à 10 mètres de la ligne là maintenant avec Little John, avec Mataille qui va donner pour Tofua. Il a marqué. Moi je crois que Tofua a marqué. Au ralenti, on apprécie la prouesse athlétique de Tofua qui résiste à 2 adversaires mais qui conserve malgré tout la lucidité d'aplatir avant d'être poussé en touche. 15-10, Manly a repris les commandes avec autorité et se dirige vers une 4e victoire de rang lorsque Burrer se faufile dans l'embut du Storm après une mêlée conquérante. 19-10, Manly tient sa revanche mais les 10 dernières minutes vont tout changer. Le retour de Melbourne commence avec Cooper Cronk. 5e et dernier, Cooper Cronk dans le fermé, petit coup de pied. Oh, le petit pont, il a marqué. Oh, le petit pont de Cooper Cronk, magnifique. Smith transforme, 19-16, le Storm revient fort et ne va pas s'arrêter là. Point de fixation, à 1 mètre de la ligne, Slater éjecte sur Cronk, inspiration géniale. Le coup de pied transversal trouve Kurtman qui inscrit le 4e et dernier essai du Storm. 22-19 score final. La franchise de Melbourne réagit après 2 défaites de rang et se rassure avant un prochain match brûlant vendredi prochain face aux Rabbitohs. Ouais, c'était en soi un match brûlant, ce match entre le Storm et l'équipe des Seagulls de Manly. Je sais que ce match vous a intéressé à plus d'un titre, Louis. Il y a eu d'abord cet essai de George Tofua qui a été extraordinaire, mais c'est une autre action, vous, qui vous a interpellé dans ce match. Oui, effectivement, Rodolphe. Moi, j'ai vu un match de vrais compétiteurs, de joueurs qui n'abdiquent pas, des courageux d'abord, et puis surtout des techniciens. Voilà. Donc, dans ce match, moi, j'ai retenu une action qui est le dernier essai marqué par cette équipe, évidemment, de Melbourne, qui est le fruit d'un beau travail collectif, mais surtout d'une qualité technique remarquable. Voilà, l'équipe, tactiquement, est pleine de confiance. Elle ne s'affole pas. Elle sait qu'elle est menée au score, mais que c'est la victoire sur une dernière portée de balle qui peut se dessiner. Donc la série de tenues est bien gérée, on remonte, on va jusqu'au 5e tenu et entre le 5e et le 6e tenu, le coup d'éclat, la perception de la situation de la défense, un joueur monté en pointe, ça laisse un intervalle. Cronk
a réussi à ajuster son coup de pied dans ce petit intervalle qui est récupéré par Mann, qui va marquer l'essai, qui offrira la victoire dans les dernières secondes de ce match à l'équipe de Melbourne. Donc c'est la récompense de la ténacité, du sang-froid et de la technique qui se trouve récompensée dans cette équipe de Melbourne, dans cet essai. Voilà. Oui, c'est pour ça que je l'ai retenu, il résume bien ce match. Cet essai, Louis, est parti de très très loin. Surtout, il va balayer le terrain de droite à gauche. De droite à gauche, et puis il s'appuie sur une... Là, ici, nous voyons comment cette équipe qui pourrait s'affoler. Non, on a l'impression qu'on est à la première minute du match. En fait, on est à la 79e. Voilà, on s'approche encore, on a l'impression que tout est fini. Eh bien, au contraire, c'est là que va naître véritablement le coup de génie de Kronk, qui nous avait tout à l'heure fait son coup de pied à suivre pour lui-même. Voilà, ça, c'est l'interception de cette trajectoire, la coordination de ces deux joueurs. C'est très très beau, et une erreur, bien sûr, qu'Eric me fait remarquer, c'est la montée en pointe, le joueur qui quitte la ligne, qui crée un intervalle suffisant. Mais ça, c'est un principe de base. À 13, à 15, quand on est dans la ligne, si on est trop tôt ou trop tard, ça pose des problèmes à ses coéquipiers. Mais c'est vrai que le jeu au pied, on voit, il frappe ce ballon, et il met de l'effet sur un ballon de rugby, ce qui est comme si c'était un ballon de foot, et ça surprend le défenseur. Qui se laisse lober comme un mauvais gardien de but. Rodolphe, on le repassera tout le temps. Tellement agréable à voir. Encore un coup de génie de Cooper Cronk, 2 coups de génie qui ont été au fond décisifs dans ce match, qui ont permis à l'équipe du Storm de Melbourne d'emporter la victoire. Les Roosters, que faisaient-ils, eux? Eh bien, ils recevaient les West Tigers. Sonny Bill Williams, qui a perdu du poids, vous me disiez, Louis, cette semaine, parce qu'il a été malade. Il a perdu du poids, mais il n'était pas faiblard pour autant. Bien au contraire, il a fait un super match, Sonny Bill, tout comme ces Roosters. Vous étiez au commentaire de ce match avec Bertrand Véguet. C'était pas une promenade de santé, mais il faut dire que Daniel Tupou et ses camarades ont donné beaucoup de soucis à l'équipe de West. Oui, non, surtout, ce qu'on a pu retrouver, c'est le style flamboyant de ces Roosters qui retrouvent leur base, leur rugby, avec Sonny Bill Williams, qui a été crédité certainement d'une de ses meilleures performances au sein des Roosters. Donc voilà, lui, on sait qu'on peut jouer sur lui. Il a donné beaucoup de ballons, il a participé au travail, mais les Roosters sont en train de revenir à leur meilleur niveau, et nous n'attendons plus qu'une chose, l'arrivée de Rémi Castille. Ça sera peut-être d'ailleurs pour le week-end prochain pour Rémi Castille face à l'équipe des Cowboys du North Queensland. Justement, parlons-en de ces Cowboys. Cette 9e journée s'était ouverte avec le derby du Queensland entre les Cowboys et les Broncos. À Townsville, il y avait un stade plein à craquer, on comprend aussi pourquoi d'ailleurs. Nous avons vécu un match très intense, oui, très intense, grâce notamment à Jonathan Thurston et grâce à cette ligne de 3 quarts, mais aussi à un paquet d'avant des Cowboys qui a été souverain. On voit ici le premier essai du pilier international, Matthew Scott. Derrière sa pédale, regardez ça Eric, ça va vous plaire, l'accélération ici, le replacement, le soutien, tout le travail qui est fourni pour Kane Linette, qui va les marquer. Ah, c'est parfaitement joué. Il y a de la vitesse, il y a des cannes, et puis il y a le soutien qui converge vers le porteur du ballon. Il est encadré, il est tranquille, il a le choix, il est tranquille. Le joueur qui perce trouve immédiatement des possibilités à l'intérieur ou à l'extérieur. La mauvaise nouvelle, c'est que Jonathan Thurston a été KO, parce qu'il y a quand même des bobos, et il a pris un coup sur la tête, donc il est sorti. Mais il va revenir. Oui, des KO, on va en parler dans ce week-end de rugby. Alors, pendant que Jonathan Thurston n'est pas là, quand le chat n'est pas là, Louis, les souris dansent. Oui, enfin, surtout les Broncos galopent. Et les Broncos ont galopé dans cette fin de match parce que les Broncos sont revenus au score. Regardez, 14-10, 9 minutes à jouer. Sauf que la magie JT, Jonathan Thurston, opère avec un service juste à hauteur pour son pilier. Mais les Broncos, vous allez voir, à quelques minutes, là aussi, 20-10, ils sont distancés. Ils vont inscrire un essai par Copley, qui n'était pas couru d'avance. Et Jonathan Thurston, là, ça, c'est la marque des grands. Cruel, un assassin froid, Louis, qui va passer un drop avec un peu de chance pour tout rentrant. Oui, parce qu'il faut regarder aussi le score. Nous étions 14-20, ça veut dire que ce drop fait 21-14. Ça veut dire qu'encore, si notre équipe, les Broncos, avait marqué, ils n'auraient pas pu gagner puisque le chronomètre jouait contre eux. Dernier essai de Kostiassine qui est c'est fini. La messe est dite, comme on dit. Exactement, la messe était dite. Donc victoire 27-14 dans ce derby du Queensland. C'était un super match. Et on va y revenir d'ailleurs sur ce match, car il est l'heure pour nous de nous intéresser aux news de la NRL. C'est parti. Et nous allons, comme chaque semaine, retrouver notre envoyé spécial permanent en Australie, à Brisbane. Laurent Garnier, vous étiez au cœur de ce derby du Queensland. Vous avez d'ailleurs une belle image à nous montrer à ce sujet.
Oui, le petit Caleb Pelling, le petit supporter des North Queensland Cowboys qui s'est vu offert, comme le fait maintenant Jonathan Sutton après tous les matchs, son casque. Je pense qu'il a passé une très très bonne nuit. Oh, c'est mignon, ça. On le voit avec. Ah oui, donc là, il récupère le casque, il l'a sur la tête et il a même dormi avec. Oh, qu'est-ce que c'est mignon. Hey, ça, c'est chouette, ça. Mais ça, c'est la classe de Jonathan Thurston qui donne son casque comme chaque semaine. Merci, belle image, Laurent, que vous avez trouvée là pour cette semaine. Alors, dans quelques semaines, l'Australie va se partager en deux. Ça sera le State of Origin. On attend la composition des deux formations, Nouvelle-Galles du Sud face à Queensland. On a, j'aurais tenté de dire, Laurent, deux Australies qui s'opposent, mais ce sur quoi on s'oppose aussi, c'est sur la façon de sélectionner les joueurs. Comment d'abord sont-ils sélectionnés pour l'une ou l'autre des équipes pour ces deux États forts du rugby à 13 en Australie? Bien, c'est bien simple. Il y a 30 ans, c'était si on jouait à Sydney, on jouait avec la Nouvelle-Galles du Sud. Si on jouait dans le Queensland, on jouait avec le Queensland. Les règles ont changé. Ça a été où on était né, après où on avait joué les premières années de joueurs de rugby, quand on était à l'école de rugby. Maintenant, on rajoute où sont nés les grands-parents. Et même une dernière case qui dit si votre père a joué pour la Nouvelle-Galles du Sud, vous pouvez jouer pour la Nouvelle-Galles du Sud. S'il a joué pour le Queensland, vous pouvez jouer pour le Queensland, même si vous cochez toutes les cases pour jouer dans notre équipe. Alors, j'ai une question qui va vous paraître un peu idiote, Laurent, mais imaginons, Eric, Louis et moi, nous sommes des garçons qui décidons de nous remettre en forme et nous allons jouer dans la NRL. Pouvons-nous jouer le State of Origin? Je sais, c'est difficile à imaginer. C'est vrai que c'est difficile à imaginer à l'heure actuelle. Mais le State of Origin est devenu un peu le All-Star Game du rugby à 13 mondial. Donc, quand on dit All-Star Game, on veut que toutes les stars jouent à ce jeu. Je crois qu'il va falloir trouver un moyen pour la NRL, de trouver un moyen pour justement faire jouer des joueurs de la classe de Sonny Bill ou Burgess, même si ça va être très difficile dans les textes. Je pense qu'il va falloir peut-être avoir le droit de recruter 2 joueurs par équipe qui pourront choisir de jouer pour le Queensland ou l'Amérique du Sud. Après, est-ce que l'événement perdrait un peu de sa superbe et de son historique? Probablement. Je ne sais pas ce que va donner l'avenir là-dessus. Justement, est-ce que, sincèrement, Sonny Bill Williams, qui est né néo-zélandais, mais qui est arrivé assez tôt dans sa vie en Australie, ou Sam Burgess, qui joue désormais au Rabbitohs South Sydney, est-ce qu'ils ont une chance vraiment de le jouer, ce State of Origin? Mais il faut savoir que Sonny Bill a déjà joué pour la Nouvelle-Galles du Sud avec les juniors quand il avait moins de 16 ans. Après, il a choisi la nationalité néo-zélandaise car il a une grand-mère australienne. Donc, Sonny Bill est parfaitement le joueur, la figure du joueur qui peut jouer pour l'Australie ou pour la la Nouvelle-Zélande et jouer pour la Nouvelle-Galles du Sud aussi. Donc, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve là-dessus, mais il faudrait qu'il clarifie ça très très rapidement, oui. Ouais, merci beaucoup Laurent, on suivra ça évidemment de près. Les State of Origin, vous serez avec nous d'ailleurs. Démarre le 28 mai sur beIN Sport. Les matchs à ne surtout pas manquer entre la Nouvelle-Galles du Sud et le Queensland. On se retrouve dimanche prochain. Merci beaucoup Laurent. Et je sais que Louis et Eric seront attentifs à ce qui va se passer dans cette série de State of Origin. Il est temps pour nous de fermer notre page rugby à 13.